Bonjour, je vous présente cet ouvrage. Victor Brochard, Les sceptiques grecs. Peu d'écrits. Pyrrhon n'a rien écrit. Nous avons des citations de Timon, connues par Diogène Laërce, les textes de Sextus Empiricus et des témoignages. Historien scrupuleux, Brochard, élève de Renouvier et de Lachelier, redonne la crédibilité aux philosophes. Homère, précurseur, exprime sur les mêmes sujets des idées différentes. Le rien de trop des sept sages, ancêtre du scepticisme. Le doute n'est pas le scepticisme, et il y a du scepticisme en toute philosophie. C'est celui qui doute de tout, excepté des phénomènes, et s'en tient au doute. Il nie toute vérité. Les anciens ioniens et pythagoriciens ne doutent pas de leur intelligence et de sa puissance. Chez Xénophane de Colophon et Léate, on ne sera jamais sûr de posséder la vérité. L'opinion règne en toutes choses. Selon Saucion, il est le premier à avoir déclaré que tout est incompréhensible. Xénophane a été tenté par le doute. Il n'est pas resté dans le doute, récusant le témoignage des sens. Avec Parménide et Zénon d'Élée apparaît l'opposition du sensible et de l'intelligible. La connaissance sensible est déclarée insuffisante et trompeuse. La raison démontre que l'être est un. Les sens nous font voir partout la multiplicité. Parménide oppose la vérité à l'apparence. Pour Zénon, l'apparence sensible n'est qu'aux contradictions et absurdités. Les Éléates inventèrent ainsi la dialectique. L'éléatisme déclarait que le monde tel que nous le voyons n'est qu'une apparence. S'oppose la doctrine d'Héraclite. La sensation suppose le mouvement de l'objet et celui du sujet. Toutes les théories de la connaissance s'accordent au fait que les sens ne nous font pas connaître la vérité. Refuse, dit Empédocle, toute créance au sens, que la pensée seule te fasse connaître la réalité. Démocrite oppose la vérité à l'opinion. Ce qui apparaît au sens n'existe pas réellement. La vérité est profondément cachée. Leucippe et Démocrite par la théorie des atomes. Anaxagore déclare que nos sens sont trop faibles pour connaître la vérité. C'est la raison seule qui juge de la vérité, le raisonnement. Pour Démocrite, ce qui existe réellement, ce sont les atomes et le vide. Pour Sextus Empiricus, on cesse d'être sceptique dès qu'on prononce une affirmation dogmatique. Métrodore de Chios, disciple de Démocrite, déclare que nous ne savons rien, pas même si nous savons quelque chose. Puis vient Anaxagore d'Abdère, qui comparait les choses aux représentations qu'on voit sur un théâtre ou aux images qui hantent le sommeil et la folie. Il fut l'ami et le compagnon de Pyrrhon. Les sophistes, faux savants, parlaient et agissaient comme s'il n'y avait point de vérité. Doute pratique qu'ils exploitent, professeurs de rhétorique et de n'importe quel art. Ils démontraient que rien n'est certain. La dialectique est utile à la tribune et au tribunal et permet de gagner les plus mauvaises causes. Les sophistes sont des charlatans. Protagoras et Gorgias sont les fondateurs de l'éristique et surent s'arrêter à temps dans la pensée, la conduite et le souci de logique. Seul sophiste à être encore philosophe. Par voies différentes, ils arrivent à des conclusions identiques. Les sensations seules font connaître ce qui est. Or, le mouvement de l'objet avec celui du sens est relatif. Les choses ne sont pas comme elles sont, mais comme elles nous apparaissent. Protagoras se place d'un point de vue objectif. La raison de ce que nous pensons est hors de nous. La réalité est dans un perpétuel mouvement. Pour Protagoras, tout est vrai,
Pour Gorgias, rien n'est vrai. Protagoras exprime des doutes sur l'existence des dieux. Prodicus l'explique par l'illusion. Ils sont des révolutionnaires en religion, en morale et en politique. Pyrrhon sera grand prêtre et ne touchera pas aux croyances populaires. Il faut vivre comme tout le monde, car la science ne sert à rien. Le pyrrhonisme achève l'esquisse commencée par les sophistes. Le génie grec, comme la nature, agit par touches successives jusqu'à la perfection. Socrate, comme les sophistes, renonce à expliquer le monde. Il se place d'un point de vue subjectif. Socrate n'a qu'un but, trouver une vérité absolue, universelle, qui s'impose à tout esprit. Épreuve par l'ironie et la dialectique. Enthousiasme du missionnaire avec la finesse et l'originalité. Comme les sophistes, la pratique l'intéresse plus que la théorie. Former des hommes utiles. Il professait la science positive avec dédain. Lange l'accuse d'avoir arrêté le progrès de l'esprit humain et l'avoir égaré dans les dédales de l'idéalisme platonicien. Il se confine dans l'analyse des concepts par la dialectique. Ce que je sais le mieux, c'est que je ne sais rien. Seule la divinité possède la sagesse. La science humaine a peu de valeur, même aucune. Suivra Euclide, qui a une confiance absolue dans la raison et croit à l'unité de l'être immatériel et éternel qu'il appelle bien ou raison. Avec Antisthène et les cyniques, nous voyons apparaître une disposition toute nouvelle à subordonner la science à la morale. Destruction de toute science. Je vois les hommes, pas l'humanité, disait Antisthène, mais ils jugent la science nécessaire pour préparer la morale. Platon et Aristote parlent avec une fière confiance des choses en soi, de l'être en tant qu'être, du bien absolu et immuable. Jamais ils se seraient contentés du doute. Dans un sens précis et historique, il n'y a pas eu de scepticisme avant Pyrrhon. Les anciens sceptiques, Pyrrhon et Timon, les nouveaux scepticismes, Anésidème, Agrippa et Sextus Empiricus. Les anciens concluent à la suspension du jugement. Les anciens ont le dédain de la dialectique et veulent éviter les subtilités des sophistes. Je ne sais rien, je ne définis rien. Leur ambition est de vivre heureux et tranquille. Chez les nouveaux, le scepticisme devient dialectique. Viendra une troisième période où la dialectique devient une sorte de dilettantisme et c'est l'indifférence du sage qu'ils veulent substituer à la science de la nouvelle académie, avec le probabilisme. Le scepticisme ancien apparut après la mort d'Alexandre. Les hommes avaient été témoins d'événements extraordinaires propres à bouleverser leurs idées. Pyrrhon avait accompagné Alexandre et avait vu la diversité des mœurs, des religions et des institutions. Les voyages sont une école du scepticisme. L'Empire s'est écroulé en quelques mois. Des philosophes sont devenus des tyrans et se signalent par leur cruauté. Résignation et renoncement sont les caractères distinctifs du scepticisme primitif. Pyrrhon, ayant vu des exemples sur les rives de l'Indus, les gymnosophistes, ascètes vivant étrangers au monde, indifférents à la souffrance et à la mort. Il en a pris le néant de la vie et crut que tout est vanité. Les sophistes aimaient les honneurs et l'argent. Pyrrhon est resté pauvre. Sa vie est simple, austère, irréprochable. Sérieux et gravité qui a manqué aux sophistes. Pyrrhon est indifférent, apathique. Il ne prend intérêt à rien et se laisse vivre. C'est une doctrine de vieillard. Il renonce à toute discussion. Pour Démocrite, le bien suprême est la bonne humeur. L'absence de crainte, la tranquillité, l'ataraxie. Pyrrhon lisait Démocrite. Pyrrhon se désintéressait de toute chose. Il était détaché de toute croyance. Il est né vers 365 avant Jésus-Christ à Élis. Il fut élève de Bryson, puis d'Anaxarque, qu'il suivit dans la campagne d'Asie et l'initia à Démocrite. Pyrrhon composa une pièce en verre dédiée aux conquérants et gagna 10 000 pièces d'or. Il connut les mages indiens, et connut Calanus qui donnait le spectacle de la mort volontaire. À son retour, il devient grand prêtre et mourut vers moins 275. Il eut même une statue. Aucun écrit.
Selon Timon, les choses sont toutes sans différence entre elles, également incertaines et indiscernables. Nous ne devons nous fier ni au sens ni à la raison, mais demeurer sans opinion impassible pour atteindre d'abord l'aphasie puis l'ataraxie. Douter de tout et être indifférent à tout, adiaphorie, indifférence complète et suspension du jugement. Pyrrhon a été le premier à recommander de s'en tenir au doute, ne pas pencher d'un côté. L'affirmation n'est qu'apparente. Le dogmatisme aussi. Ses disciples cherchent toujours la vérité, sceptiques car ils examinent sans jamais trouver, effectiques car ils sont toujours incertains, aporétiques car incertains n'ayant pas trouvé la vérité. Ils nient pas sa vision, ils ignorent comme elle s'accomplit. Rien n'est honnête ni honteux, juste ni injuste, rien n'existe réellement. L'idéal est l'indifférence absolue. Le sage ne se laisse pas émouvoir. Il doit se conformer aux lois et aux coutumes, s'en tenir au sens commun et faire comme les autres. Le sage ne doit avoir aucune opinion. Le sage ne doit éprouver le désir, même un penchant. Le bien et le mal sont choses de convention. La nature du divin est pour l'homme la vie la plus égale. Philosophie de la renonciation, du renoncement absolu et de la résignation. Les hommes sont semblables aux feuilles des arbres. Épicure admirait sa vie et son caractère. Il a mis à sa théorie en pratique, tout m'est égal. En Inde, la vie humaine est peu de choses. Il joint la sagesse grecque à l'indifférence orientale et sa résignation à un caractère de grandeur et de gravité. Le scepticisme n'est pas pour lui une fin, mais un moyen. Il fut un désabusé, un ascète grec. Euryloque, Philon d'Athènes et Cathée d'Abdère, Nausiphanès Théos furent aussi avec Timon des disciples. Plutôt admirateur, familier, imitateur, modèle. Philon vivait indépendant, fuyant les hommes, ne conversant qu'avec lui-même. Imitez la manière de vivre, disait Nausiphanès, et il sera le maître d'Épicure. Vivre impassible et indifférent. Euryloque, pour se soustraire aux questions, jeta son manteau et traversa l'Alphée à la nage. Ces philosophes retenaient la règle de conduite, puis s'ordonnaient à d'autres travaux. Timon aimait la solitude et les jardins, et était indifférent. Il se raillait lui-même, borgne, il s'appelait le Cyclope. Il écrivit de nombreux ouvrages, dont les Siès, qui donnent son nom au stylographe. Il couvrait de ridicule les autres philosophes. Pythagore un charlatan. Platon n'est pas dupe des mensonges qu'il invente. Aristote un vaniteux, Euclide un esprit futile. Les académiciens des bavards sans esprit, selon Warschmuth. Pyrrhon, nul mortel n'est capable de lui résister. Xénophane a cherché la sagesse sans y parvenir. Mépris pour les philosophes comme les cyniques. Le moyen d'être heureux, trouver le bonheur dans l'ataraxie et l'indifférence. Le doute rend toute action impossible, mais Timon dit qu'il faut agir selon les critères de l'ataraxie. Les apparences trompeuses sont le principal obstacle à la vie heureuse. Les idées sont de vaines apparences. Parménide. Il loue aussi Zénon et Mélissus. Ils se sont approchés de la perfection. Il apprécie l'aversion pour les discours équivoques et vides de Démocrite. Les continuateurs de Pyrrhon et de Timon furent les nouveaux académiciens. L'école d'Arcélias. Il faut suspendre son jugement. Académicien car il dissertait alternativement le pour et le contre de chaque question. Il était raillé par Timon. Avant qu'ils se réconcilient. Pour les Pyrrhoniens, n'est pas encore trouvé mais pas inaccessible. Ils sont zététiques. Pour Arcélias, la vérité ne peut être trouvée, car il n'y a pas de représentation vraie qui soit telle qu'on ne puisse trouver une fausse absolument semblable. Les germes du scepticisme contenus dans la doctrine de Démocrite ont en se développant donné naissance au pyrrhonisme. L'ancienne académie commenta la doctrine de Platon, exposé méthodique de la pensée du maître. On ne cherchait plus, la vérité était trouvée. La nouvelle académie déclara qu'il fallait chercher la vérité. Elle ne sait rien et remet la dialectique à l'honneur.
Au dogmatisme, elle substitua une libre critique. Arcélias admirait Platon, mais resta à l'écart des affaires publiques. Réserve. Il aimait boire et vivre avec des courtisanes. Épicure était jaloux de sa gloire. Il avait le goût du luxe et de l'élégance, et sa fortune lui permettait, acquise par l'ex, de grands torts. Il disait qu'on quittait les sectes pour Épicure, et pas le contraire, car d'un homme on peut faire un eunuque, mais pas le contraire. Les autres philosophes étaient pauvres, lui était riche et fit de sa fortune un noble usage. Il soigna et donna de l'argent à ses amis. Droiture de caractère, il engageait ses propres élèves à suivre les leçons des autres philosophes. Il luttait contre les stoïciens et harcelait Zénon de Citium. Il mettait les railleurs de son côté. Il faisait profession de ne rien affirmer, il n'a rien écrit. Zénon établissait que le sage ne doit donner d'assentiment à des représentatives qui ne soient compréhensives. Seule la vérité a des certitudes. Critérium de la vérité. Le sage n'a pas d'opinion, mais des certitudes. Il doit s'abstenir de douter toujours. L'action, et à plus forte raison la vertu, sont impossibles à qui n'a point de croyance. Agir, c'est se décider. Le critérium de la vie pratique est dans le raisonnable. Le but suprême de la vie est le bonheur. Le bonheur a pour condition la prudence. La prudence consiste à faire son devoir, et le devoir est une action qu'on peut expliquer raisonnablement. Le successeur d'Acélias est Carnéade. Il apporta de la précision et de la rigueur. Il n'acceptait pas à dîner pour ne pas se détourner de ses travaux. Théorie de la certitude, il n'y a point de critérium de vérité. La représentation compréhensive ne se distingue pas des autres. Ou tu vois la vérité ou tu ne la vois pas. Mais ton art est bien impuissant. Tout est incompréhensible et donc il ne faut rien croire, ne rien affirmer et suspendre son jugement. Mais pour agir, il faut croire. Le sage aura des préférences pour certaines représentations. Le sage ne donne son assentiment qu'à des choses certaines. Le libre arbitre. Contre les dieux, les stoïciens regardent l'univers comme un être vivant, doué de raison et sage. Pour les sceptiques, à l'exception des dieux, il n'y a dans la nature rien de meilleur que l'homme. La raison est le présent des dieux. Mais il est impossible qu'il n'y ait des dieux, car ils ne nous avertissent pas, ils ignorent eux-mêmes l'avenir et nos maux. La divination se lie avec le libre arbitre. Contre la morale, la justice est d'institution humaine. Les peuples, comme les Romains, n'ont aucun souci de justice, car sinon ils rendraient les terres des pays acquis et rentreraient chez eux. Comme les États, les particuliers vivent leur intérêt plutôt que la justice. Avoir un esclave rebelle ou une maison insalubre et le vendeur cachera la réalité pour ne pas perdre d'argent. Cas de conscience. Il n'y a point de justice. Pour les stoïciens, la vertu est le seul bien, le vice le seul mal, le reste est indifférent. Le bonheur est la droite raison. Selon Carnéade, le seul vrai bien est de rechercher les avantages naturels sans se préoccuper de l'honnêteté. Varron confirme. Il soutenait cette thèse, non à son compte, mais contre les stoïciens. Carnéade recommandait de s'attacher en toute chose à la probabilité, et que la fin la plus plausible que l'activité humaine puisse se proposer est de rechercher les biens naturels. Chrysippe et Antipater se déclarent en possession de la vérité absolue. Carnéade se flatte d'indiquer seulement la règle de conduite la plus acceptable, la plus probable. La probabilité est déterminée par la vivacité de la sensation et par l'accord des représentations entre elles. Il en veut à la science des stoïciens, non à leur vertu. Sa morale est conforme aux données du sens commun. C'est une doctrine du juste milieu. Comme ambassadeur à Rome, il parla tour à tour pour et contre la justice. Il a fait sentir aux Romains qu'ils étaient les pires pillards. Caractère du sophiste de changer d'opinion ou de ne point en avoir, au gré de son intérêt, et de battre monnaie avec ses doctrines. Il vivait simplement en vrai philosophe. Il n'était pas contre la morale ou la religion, mais s'en prenait au dogmatisme stoïcien. Probabiliste convaincu, ligne avec la certitude, entre la certitude impossible et la vie pratique. Triomphe du bon sens sur la routine.
et de la raison sur la superstition. Son successeur, Philon de Laris. Clitomach sauva les écrits de Carnéade. Cicéron fut le disciple de Philon. Saint Augustin loua sa prudence. Le philosophe délivre l'esprit des fausses opinions et lui présente les vraies. La fin du philosophe est le bonheur et donne les préceptes pour l'obtenir. Si tous les hommes pouvaient être sages, disait Philon. Beaucoup de sceptiques ont été aussi médecins. Selon Photius, du temps d'Anésidème, l'Académie était devenue presque stoïcienne. Les sens ne peuvent nous donner aucune certitude. Nous regardons comme certaines les choses habituelles, mais de même on peut aboutir à son contraire. Les animaux ne sont pas aussi inférieurs à l'homme que le disent les dogmatiques. Le vrai n'est pas sensible ni intelligible, donc le vrai n'est pas. Il est impossible de connaître les causes, Sextus. L'ataraxie est le seul bien que nous pouvons atteindre. C'est par l'air chaud que le nouveau-né reçoit la force vitale. Anésidème, précurseur de Stuart Mill. Le signe commémoratif, observé clairement en même temps que la chose signifiée, nous fait souvenir de la chose. La fumée nous fait penser au feu. Phénomène uni entre eux. Agrippa sera le successeur. Cinq tropes. Le désaccord, le progrès à l'infini, la relation, l'hypothèse et le diallèle. Pour chasser le dogmatisme, en le mettant à nu, la vanité. Comme Anésidème, il prouve que la certitude n'existe pas, récusant ainsi la science. Agrippa déclare impossible la vérité, quelle qu'elle soit. Après que Pyrrhon contesta la connaissance sensible et l'opinion, les médecins sceptiques, Ménodorte et Sextus, le premier étant son maître avec pour prédécesseur Hérodote. Ils fondent une sorte de science fondée sur l'observation, un positivisme. Comparer et opposer les choses que les sens perçoivent, conduisant à la suspension de jugement et à l'ataraxie. Tout est incompréhensible. Vivre sans opinion et obéit aux suggestions de la nature. Il suit l'impulsion de ses passions et respecte les coutumes. L'ataraxie survient comme le peintre qui, ayant voulu peindre l'écume d'un cheval, n'y parvenant pas, jeta de dépit contre son tableau l'éponge qui lui servait à nettoyer ses pinceaux. Atteint le cheval, et l'écume se trouva fort bien représentée. Le signe est une relation. Le signe et la chose signifiée doivent être pensés en même temps. On ne peut penser à la droite qu'en l'opposant à la gauche. Le sceptique n'affirme rien. Selon Ménodote, il faut soumettre les témoignages à l'examen, une critique attentive. Il a eu l'idée de la méthode scientifique. La philosophie de Pyrrhon est une philosophie du désespoir. Le but est d'atteindre le repos, l'ataraxie. Combattre le dogmatisme par le libre arbitre. Ce n'est pas la raison mais l'expérience qui nous instruit des causes et des effets. Vivre, c'est agir, et agir, c'est choisir. Préférer entre plusieurs actions possibles. Il n'y a de vérité que dans les jugements, et c'est seulement dans le lien qui unit les termes d'un jugement que réside la vérité. La vérité est absolue, et elle ne dépend pas de nous. L'idée du devoir est un idéal, une règle. Victor Brochard, les sceptiques grecs. Merci.